Bonjour à tous. Je suis très heureux on est très heureux, nous sommes très heureux de vous accueillir ici au Musée de l'Homme, chez Christophe Lavelle. On est chez toi. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Édouard Bergeon. J'ai réalisé un film qui s'appelle Au nom de la terre, qui parle d'agriculture et qui parle de l'histoire de ma famille, puisque j'ai grandi dans une ferme où on faisait de l'élevage et des céréales, une ferme de pouliculture-élevage, comme chez David Tourte, qui est la star de la journée, parce que sans lui, on ne mangerait pas. Et sans lui, ça serait compliqué, en fait. Donc, il faut faire attention aux garçons et aux femmes comme lui. Je suis très heureux d'animer et de participer à cette heure où on va parler de l'omnivore du XXIe siècle. Parce que tout est question, je crois, d'équilibre. On parle beaucoup d'arrêter de manger de la viande, manger végétal, mais en gros tout ça est un équilibre qui est quand même assez fragile, mais on doit être tout en nuances en fait. Et on a toutes les solutions pas très loin de chez nous, notamment dans nos fermes. Et on va consacrer 1 heure à parler de tout ça. On a beaucoup de défis à relever. Il y a des solutions. Les solutions sont tout autour de chez nous, avec des agricultrices, avec des agriculteurs. Dans mes activités, moi, en ce moment, je suis en train de produire un documentaire pour M6 sur l'agriculture régénérative, sur l'agroécologie. On en parlait avec Philippe Mauguin, qui est patron de l'INRAE, donc tout à l'heure tu te présenteras. C'est l'Institut national agronomique, de la recherche agronomique et environnementale maintenant. C'est des sujets dont on parlait pas il y a encore quelques années. Et en fait, l'éducation, c'est ce qui va faire qu'on va s'en sortir, puisqu'on a tous les solutions, en comptant et en s'appuyant, notamment, et on va en parler, sur l'élevage. Parce que l'agriculture bio, manger bio, c'est génial, mais par exemple, pour faire du bio, il faut de la matière organique et il faut des animaux pour apporter cette matière organique. Manger un petit fromage de chèvre en terrasse à Paris avec un bon vin nature, c'est cool, mais pour ça, pour avoir du lait, faut un bébé, faut un agneau, faut un chevreau, faut un veau. Qu'est-ce qu'on en fait derrière? On le valorise, on le met au pré, on le met au champ. Une vache à l'herbe, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'en fait, une vache, vous savez, elle mange de l'herbe. C'est quand même, certains ne savent pas, mais c'est un peu la réalité. Une vache dans un hectare, c'est plus de 1000 espèces de biodiversité. C'est un puits de carbone. Et je crois qu'on a eu une belle année, David, non Moi, je vais te donner la parole tout de suite un petit peu, parce que David, il est très heureux d'être ici. Juste que tu te présentes et où tu es, parce que toi, tu es un régional de l'étape. C'est ça. Donc merci, ravi d'être invité à la table ronde. À tes côtés, puis tout est une belle tablée. Donc moi, je suis agriculteur, polyculture éleveur. Donc je fais des céréales et des animaux. J'ai un élevage à taille humaine, donc 30 mères bovins. J'ai démarré de 0 en 2011 et je suis situé à côté de Nemours, et à côté j'ai des ovins aussi en race Sedone. Donc on reviendra avec toi tout à l'heure, parce que tu fais beaucoup de bien à la terre, tu fais beaucoup de bien à tes bêtes, même si le contrat social qu'on a avec les bêtes, c'est que on les traite bien. Et en retour, elles nous nourrissent. On peut peut-être remettre ça en question, mais on fera peut-être 1 heure supplémentaire pour parler philosophie et mise à mort et tout. Mais en tout cas, c'est le contrat social qu'on a. Christophe, tu prendras le micro. On est chez toi, on est au Musée de l'Homme. Toi, tu conjugues beaucoup de choses. Hein. Tu es un omnivore qui a grand appétit. Tu conjugues... Oui, alors omnivore, parce qu'on est obligé d'être omnivore quand on est au musée. Alors, Musée de l'Homme, avec un H majuscule, il s'agit de l'espèce humaine, hein, de l'homme et de la femme, évidemment. Et c'est justement une de nos particularités biologiques, si je nous compare à une vache, c'est qu'on est quand même justement beaucoup plus omnivore qu'une vache. Une vache, si on la sort de son pré et qu'on la met dans un environnement qui n'est pas le sien, elle va sans doute dépérir. L'espèce humaine est une espèce qui a cette capacité extraordinaire à peupler l'intégralité de la planète, comme on le voit. Et il faut bien considérer qu'un Inuit qui vit sur la banquise et un Pygmée qui vit dans la savane sont de la même espèce, Homo sapiens. Et pourtant, ils ont des régimes alimentaires qui n'ont strictement rien à voir, parce que justement, constitutivement, nous sommes une espèce capable de métaboliser à peu près tout notre environnement plus ou moins calorique. Alors pas tout, parce que l'herbe, par exemple, est assez difficilement métabolisable par l'espèce humaine, mais en tout cas, on a dans tout environnement accès à une source de nourriture que l'on est a priori capable de métaboliser, que ça soit du 90% carné, encore une fois, chez mes Inuits, ou du 90% végétal, quand on prend d'autres populations qui ont plutôt accès à du végétal. Et ça, c'est quand même important de le rappeler, que c'est la biologie qui est derrière tout ça. Je vais taquiner tout de suite. Je crois qu'on ne métaboliise pas forcément mieux une protéine végétale qu'une protéine animale, en plus. Non, tout à fait. Mais après, on ne métabolise pas mieux. En fait, on métabolise mal tout. C'est-à-dire que l'espèce humaine a une mauvaise digestion de tout. Et donc c'est un avantage, parce que ça veut dire que
géographiquement, on peut aller où on veut, et dans l'histoire, on peut aussi s'adapter à des changements environnementaux, parce que si notre environnement change, notre métabolisme va nous permettre effectivement de métaboliser de ce nouvel environnement. Donc en fait, on digère moins bien la viande que les carnivores, moins bien les végétaux que les espèces purement végétariennes, mais par contre, on s'en sort avec tout. Donc c'est quand même c'est une polyvalence qui est assez remarquable. Bon, Philippe Legrand, vous mangez quoi alors? Parce que votre rayon, c'est un peu la nutrition, non? Voilà, je suis professeur. Parce que hier, vous me disiez que vous étiez en Bretagne. C'est ça? Vous avez fait une petite brasse sur les côtes bretonnes L'avantage après le boulot, il y a 20 heures. Et donc justement, quand on revient de nager, faut manger quoi? De tout. Voilà. Donc moi, je suis professeur de biochimie nutrition humaine et donc spécialiste des lipides. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que l'omnivore, ça se voit effectivement dans toutes les recherches passées, y compris la préhistoire, et que, comme le dit Christophe, c'est synonyme d'adaptation et d'adaptabilité. Mais ça veut dire aussi que ce n'est pas figé, c'est-à-dire qu'actuellement, vu tous les enjeux, il faut à la fois rester omnivore, mais parler peut-être, comme je le fais souvent, du nouvel omnivore, que je préfère largement à flexitarien, qui perd un mot, en fait, qui perd un petit peu de richesse. Et effectivement, l'évolution, c'est aussi de considérer qu'il y a des gens qui sont en malnutrition dans beaucoup de pays du monde, et y compris chez nous, il reste des déficits, même quand on est repu, comme on dit. Il y a aussi la surnutrition, mais tout ça est en évolution. Donc pas de schéma figé ou sectaire ou idéologue. La nutrition évolue et doit ne jamais oublier la santé humaine, tout en conciliant avec, et bien entendu, le respect de la planète. Donc la nutrition, à terme, si on veut résoudre les enjeux écologiques et alimentaires, on en parlera avec Philippe Mauguin. Est-ce qu'on doit se passer de la viande ou pas du tout dans le régime? Pas du tout, ben non, on est omnivore, donc pas du tout, et pas forcément pour la seule raison protéique qui fait souvent le centre du débat et qui n'est pas plus que ça dans le centre du débat, puisque tous les autres nutriments spécifiquement apportés tout ou partie par les produits animaux, dont la viande, c'est quand même B12, fer, zinc, etc. Il n'y a pas que les protéines, donc il faut garder le débat ouvert plus largement que les protéines, bien sûr. Philippe Mauguin, je parlais de vous, l'INRAE. Il y a beaucoup c'est un centre unique en Europe, en France et en Europe. On recherche, on trouve des solutions et on aborde beaucoup de défis, surtout pour le 21e siècle, pour l'omnivore du 21e siècle. Oui, alors merci de l'invitation. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, l'INRA que beaucoup ont connu. Toi, tu l'as connu, l'INRA, tu as travaillé un petit peu enfant, j'ai appris ça tout à l'heure. Enfin, pas enfant, parce que sinon on ne fait pas travailler les enfants. Non, mais disons, voilà, un peu stagiaire, ado, J'étais stagiaire et on travaillait sur une plante extraordinaire qui est le lupin, voilà, qui est une légumineuse. Et qui est un peu une des plantes légumineuses au cœur aussi d'un certain nombre de solutions pour la transition agroécologique. Donc l'INRA est devenu INRAE, ce n'est pas juste un changement sémantique, on l'a fait parce qu'on a fusionné l'INRA avec un autre institut spécialisé sur les questions d'environnement. Et donc c'est aujourd'hui l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Évidemment, moi je tiens beaucoup, on l'a choisi avec notre communauté, avec l'accord des ministres de tutelle, à cette forme de plaidoyer. Ce n'est pas un institut de recherche sur, c'est un institut de recherche pour. Et c'est le nexus, comme on dit dans la communauté scientifique, c'est un gros mot, mais fait la continuité, les interactions entre l'agriculture, l'alimentation, l'environnement. Et donc les questions qui nous intéressent à toutes les échelles, en France, en Europe, parce qu'on est très impliqué en Europe, mais aussi au niveau mondial, puisqu'on est dans les 2 ou 3 premiers organismes de recherche au monde dans ces domaines-là, c'est de trouver des solutions qui permettent de répondre à la santé, évidemment, des humains, mais aussi à la santé de la planète. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a à la fois une équation qui est compliquée. On le sait bien, les agriculteurs le vivent au quotidien. Compliqué. On parle de la fin du monde et de la fin du mois. Réussir à trouver des solutions qui répondent aux attentes des consommateurs, à des coûts de production qui ont tendance un peu à monter, à pouvoir d'achat des consommateurs. On voit qu'il y a près de 30% des Français aujourd'hui en France qui ont des difficultés d'accès à l'alimentation avec l'inflation. Donc il faut être capable de boucler cette équation-là, d'apporter une alimentation de qualité aux citoyens de France et du monde aujourd'hui. Et puis quand on se projette à 2040-2050, et moi je suis fondamentalement optimiste de nature, c'est vrai qu'on voit qu'on a une équation, on y reviendra peut-être dans la discussion, qui est compliquée. Si on est 9 à 10 milliards d'habitants sur la planète, un dérèglement climatique encore un peu plus fort qu'aujourd'hui, des terres agricoles qui sont grignotées par l'urbanisation, ce qui est assez logique, il faut quand même accueillir les 9 à 10 milliards d'humains qui arrivent. La décarbonation qu'on doit essayer de tenir pour limiter l'accélération du dérèglement climatique,
l'équation alimentaire en 2050. Nos agricultrices et agriculteurs de demain, en France et dans le monde, c'est un sacré challenge. Et donc, ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est compliqué, mais il y a des solutions. Et dans les solutions, il y a des solutions qui sont bonnes pour l'agriculture, bonnes pour les sols. On parlait de l'agriculture régénérative, et qui sont bonnes pour la santé. En 2 mots, comment on la définirait, cette agriculture régénératrice ou de conservation des sols, parce qu'on entend beaucoup parler? En fait, on a, et ce n'est pas une critique, puisque la recherche agronomique mondiale y a contribué, il faut assumer que dans les années 1950 à 2000, pendant 50 ans, on a la recherche, les agriculteurs du monde ont triplé l'offre alimentaire. Donc, belle réussite collective. Ça n'a pas malheureusement permis de régler la question de la malnutrition et de la faim dans le monde, qui a baissé puis qui est remonté en fonction des crises. Et on sait bien qu'il y a des questions politiques, géopolitiques, que ce n'est pas un déficit d'offres alimentaires qui cause la faim dans le monde, c'est malheureusement d'autres facteurs, mais on a quand même réussi ça, mais on l'a fait avec un paradigme qui a été d'utiliser le progrès technique, les ressources issues de la pétrochimie, des intrants qui ont finalement eu, et c'est là finalement peut-être le gros changement qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, qui ont essayé de soustraire l'agriculture aux aléas. Et pour optimiser la production végétale, animale, on a augmenté, on a ciblé le progrès génétique sur un nombre réduit d'espèces végétales, sur un nombre plus réduit d'espèces animales pour améliorer leur performance, avoir des effets d'échelle. Les effets d'échelle se sont organisés dans toutes les filières. On avait des intrants, on utilisait les pesticides, les engrais, etc. Augmenter. Ça a réussi quelque part. Mais tout ça pour faire baisser le coût de l'alimentation. Pour faire baisser le coût de l'alimentation, pour permettre de viser l'autosuffisance alimentaire dans tous les pays du monde. Donc c'est un bel objectif. Et on voit bien, on n'a pas trop le temps là aujourd'hui, je ne veux pas être trop long non plus, mais les limites de ce modèle-là. Et donc le défi d'aujourd'hui, c'est d'avoir une production agricole qui soit au moins aussi efficiente qu'aujourd'hui, voire plus, dans des conditions complètement différentes. Et donc, c'est une agriculture intensive en connaissances, intensive sur la capacité de mobiliser ce que nous offre la nature. Et c'est pas un gros mot, intensif? Non, intensif en connaissances, intensif en solutions de la nature, c'est un très joli mot. Et c'est ça, finalement, la révolution que les agriculteurs ont déjà commencé. Et on a des exemples de gens qui n'ont pas attendu non plus la recherche pour faire ce virage, mais la recherche mondiale et la recherche, les chercheurs d'INRAE sont mobilisés à fond là-dessus avec tous leurs partenaires. Il y a le Muséum, il y a le CNRS, il y a les instituts techniques, il y a l'INSERM sur un certain nombre de sujets. On essaye de faire un peu équipe France de la recherche, mais aussi au niveau international, pour trouver des solutions qui sont plutôt fondées sur la nature. On peut y revenir, il y en a. Et quand on prend ce seul exemple pour revenir aux lupins ou aux légumineuses, les agriculteurs le savaient, mais pour des raisons économiques, les avaient un peu oubliés. Parce que c'était pas rentable. C'était pas rentable. C'est compliqué de cuisiner les lentilles, ça prend du temps, etc., etc. C'est sorti des modes entre ce que nos grands-parents consommaient en protéagineux, en légumineuses dans les années 40, 50, 60, ce qu'on est arrivé à consommer aujourd'hui, ça a chuté. Et c'est dommage parce que sous le contrôle de notre collègue nutritionniste, c'est plutôt bien dans un régime alimentaire d'avoir des légumineuses. C'est très bon pour le sol puisque ça permet de stocker de l'azote atmosphérique plutôt que de mettre des engrais azotés. Donc voilà, c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Ce n'est pas un retour vers le passé, mais c'est en tous les cas une meilleure mobilisation de la biodiversité, y compris de la biodiversité agricole. On va refaire de la diversité végétale, de la diversité animale pour couvrir les sols toute l'année si c'est possible, apporter cet amendement azoté de façon la plus naturelle, stocker du carbone, etc., etc. Je vais être trop long. Mais c'est ça le défi et c'est pour ça qu'on est content à INRAE d'être à côté des agriculteurs sur ce sacré challenge. Non mais c'est important d'avoir quand même des outils techniques et pour préparer ce retour vers le futur plutôt, préparer le passé. Il faut de l'éducation, il faut des filières plutôt locales. Il y a quand même pas mal d'enjeux sur le territoire Valérie-Lacroute parce que vous vous occupez d'agriculture dans la région Île-de-France. Il y a combien d'habitants? 12 millions? Oui. Ça fait 12 millions de bouches à nourrir? Tout à fait. Tous les jours? D'agriculture et d'alimentation. Et d'alimentation. C'est ma délégation. Justement, je voulais voir si vous suivez. Voilà. C'est ma délégation, effectivement, à la région Île-de-France. Donc, je pense que vous avez vraiment bien résumé les enjeux. Et donc, du coup, c'est aux collectivités de pouvoir accompagner ces enjeux, d'accompagner nos agriculteurs et puis, effectivement, d'accompagner nos administrés, nos 12 millions de franciliens vers une nourriture de plus en plus... c'est sympathique. C'est un soutien, en fait. Voilà, exactement. 12 millions et il y a pas mal d'enfants là-dedans.
évidemment, je vais y revenir, mais 12 millions vers une alimentation la plus saine possible, avec une sensibilisation effectivement de nos administrés, puisque vous le savez, les régions ont en charge les lycées, les départements, les collèges, et les communes, les écoles primaires maternelles. Alors, j'ai la chance d'être à côté de David, puisque au-delà d'être vice-présidente à la région Île-de-France en charge de l'agriculture et de l'alimentation, je suis également maire de Nemours. Donc c'est un de mes agriculteurs préférés, on va le dire juste là comme ça pour ne pas faire de jaloux, mais c'est une très très belle région. Et effectivement, les enjeux pour la région Île-de-France, qui est une région très urbaine, hein, on a parlé de l'artificialisation des sols, donc c'est aussi un des enjeux de notre région d'aller vers le fameux ZAN. Alors, je vais essayer de ne pas employer trop de sigles cet après-midi parce que c'est toujours un peu compliqué, mais c'est de trouver cet équilibre entre continuer à être une région attractive, première région d'Europe, la région Île-de-France, de nourrir nos 12 millions de franciliens, de nourrir aussi tous les visiteurs qui vont venir, et je pense tout particulièrement au JO l'année prochaine, hein, puisque nous aurons sur quelques semaines un enjeu très très fort de nourrir tous les visiteurs et d'essayer de les nourrir avec des produits franciliens. Donc vous voyez, on a au travers d'un événement sportif aussi cet enjeu de faire la promotion de la nourriture francilienne. Et donc la région Île-de-France, comme beaucoup d'autres régions, mais c'est un de nos enjeux. Nous avons 50% de terres agricoles, ce qui est assez surprenant. La Seine-et-Marne, qui est le département, la Seine-et-Marne, qui est le département le plus agricole de France, on le sait peut-être pas, mais voilà, qui est un département très très agricole. Donc l'objectif, c'est bien évidemment de préserver ces terres agricoles. Et puis au travers de la politique régionale, c'est bien évidemment d'accompagner nos agriculteurs vers ces transitions, et vous en avez parlé, transition environnementale dans l'usage et dans la pratique de nos agriculteurs, et de les accompagner financièrement pour les aider à investir dans du matériel qui soit, je dirais, qui vont les aider à utiliser le moins d'intrants possible, mais aussi de les aider à lutter contre le dérèglement climatique. On l'a évoqué tout à l'heure. Vous voyez, on a un fonds d'urgence qui permet d'accompagner financièrement les agriculteurs pour faire face à la grêle que nous avons subie, à la sécheresse, à la jaunisse. Donc c'est l'objectif de la région. Et puis quand on vient évidemment sur l'alimentation, c'est effectivement de pouvoir accompagner aussi bien nos agriculteurs, nos lycéens, et puis nos franciliens. Donc la région Île-de-France, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, a voté en 2018 un plan 2018, le pacte agricole, et 2021, un plan régional pour une alimentation durable, locale et solidaire, donc à destination de nos lycéens. Donc nous avons listé tout un tas de mesures qui va nous permettre d'accompagner nos franciliens dans une meilleure alimentation, et surtout nos lycéens, et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure sur des décisions très très précises. On peut en parler parce que déjà on a quelques lycéens dans la salle, mais concrètement, parce que c'est peut-être un peu tard pour. Alors vous, c'est pas, on le disait, ce sont aux conseils généraux de s'occuper des collèges et puis des municipalités, de l'enseignement primaire. C'est pas un peu tard déjà, ou c'est une suite dans l'éducation, parce qu'à un moment donné, ça commence par l'éducation en fait. On parlait de cuisine, on parlait aujourd'hui, il y a des nouvelles, on refait des lentilles, on refait du quinoa en Île-de-France. Et d'ailleurs, on aide du pois chiche. Oui, plutôt la lentille, enfin un peu de lentilles, mais voilà. Et concrètement, si je suis lycéen, moi. Alors concrètement, quand on est lycéen, alors je parlais tout à l'heure des communes, mais on a de plus en plus de communes, et Nemours, nous avons la chance d'avoir une cuisine centrale et de nous fournir chez nos agriculteurs locaux, et nous montons en puissance, vous voyez, dans les petits Nemouriens, puisqu'on les appelle les Nemouriens, les enfants de Nemours, on met dans leurs assiettes plus de 30% de produits locaux tous les jours, et notre objectif, c'est de monter à plus de 50%, donc des produits qui sont fabriqués dans un rayon de moins de 50 km. Donc c'est vraiment du local. Donc communiquer et acheter auprès de nos agriculteurs locaux. Et la région Île-de-France, on est dans la même démarche, puisque nous avons, là vous voyez, on va voter dans une semaine un plan, donc ce fameux plan régional de l'alimentation, et surtout une aide supplémentaire
au lycée un budget supplémentaire. Et très clairement, je vais donner des chiffres, hein, on va accorder 23 centimes d'euros en plus par repas pour que les lycées achètent des produits locaux, hein, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé de pouvoir d'achat un petit peu tout à l'heure, mais on voit bien que et c'est terrible, si on veut manger des produits sains, eh ben, il faut y mettre le prix, ce qui n'a pas forcément été, ce que vous disiez tout à l'heure, les enjeux de ces dernières décennies, où on a produit pour produire moins cher. Il n'empêche que si on veut manger des produits de qualité, ben, il faut y mettre le prix. Et qui ne traversent pas l'océan. Et qui ne traversent pas l'océan, qui ne font pas 3 fois le tour de la planète. Et donc, du coup, c'est le souhait et l'enjeu qu'a fixé notre présidente Valérie Pécresse, c'est de pouvoir donner des budgets supplémentaires au lycée pour pouvoir acheter des produits locaux. Donc, 23 centimes d'euros en plus par repas, avec un bonus de 10 centimes d'euros en plus si les lycées achètent au moins 5% de produits bio, puisque là aussi le bio subit de vraies difficultés, hein, en termes d'achat de bio, puisqu'on voit bien que le pouvoir d'achat des Français est un peu en berne, et donc l'achat de bio a chuté ces 2 dernières années. Donc c'est aussi notre objectif de manger local en Île-de-France, mais si possible aussi de manger bio pour nos lycéens. David, c'est une bonne nouvelle, c'est encourageant quand on a la région, en tout cas ici, qui va mettre un petit peu plus d'argent pour payer votre travail, parce qu'on sait qu'on consacrait 30% environ de notre budget dans les années 70 pour manger. Aujourd'hui, c'est 11, 12, 13%. Est-ce que ça vous encourage, ça vous rend fier? C'est important? Oui, c'est important. Puis on a le soutien de la région. Je pense qu'au niveau régional, la région nous a soutenus pour créer une marque de bovins d'Île-de-France, une filière locale. On s'appuie sur un réseau national, mais une filière locale pour une juste rémunération de nos éleveurs et que nos enfants mangent. C'est la clé, ça? C'est la clé. Et avec un équilibre carcasse pour pas qu'il y ait de gaspillage alimentaire, avec des cuissons lentes, des cuissons Ça veut dire rapides. quoi? Ça veut dire que quand on tue une bête, parce que oui, il y a un moment d'aller dans le champ et puis après elle est dans l'assiette, entre les deux il y a 2-3 opérations, on valorise tout. Valoriser, ça veut dire qu'on utilise tout. Tous les morceaux, ouais. Et c'est pas toujours le cas? Pas toujours, où il y a une partie non, mais je veux dire, ça peut ne pas être le cas si avec une viande qui peut venir d'ailleurs et qui n'est pas tracée en fait. C'est ça. Et là, le but, c'est tout ce qui est né en Île-de-France soit consommé en Île-de-France, sachant qu'on représente très peu. Mais déjà, ce serait un progrès. Et tout ça, on parlait d'éducation. Je crois que vous, par exemple, les portes de la ferme sont ouvertes. Oui, j'ouvre les portes 2 fois par an. Une fois dans le cadre de ma viande avec l'interprofession, pour ouvrir aux enfants et au grand public. Et une deuxième fois que pour le grand public avec la Chambre d'agriculture. Combien de temps vous faites ça? 2 fois 2 jours. Depuis combien de temps vous avez mis ça en place? Donc Votre père, il faisait ça à l'époque? Ouais, mon père faisait ça depuis 1995. Ouais. Et pourquoi il faisait ça? Qu'est-ce qui l'a motivé? On a toujours voulu entretenir un lien avec le consommateur et sachant se communiquer sur notre façon de travailler. Parce que je suis quand même un agriculteur qui est quand même sorti des sentiers battus. Je ne suis pas à la ferme standard. Et c'est quand même un héritage de famille. Et je veux aussi que ma façon de travailler puisse se transmettre à une génération, quoi. Et vous racontez quoi aux lycéens ou au public plus jeune qui viennent vous voir quand ils sont devant les bêtes? Déjà, j'ai tout remis. Je respecte mon sol, c'est la base. Après, je respecte l'animal et autour de ça, on greffe l'éleveur, la plante. Si le sol est en bonne santé, la plante est en bonne santé. L'animal qui mange la plante est en bonne santé. Et au final, si l'éleveur est aussi en bonne santé, tout va bien. Et sachant que si vous créez une complicité avec l'animal et l'éleveur, et même vos plantes le ressentent. Si l'animal est stressé, il y a un maillon de la chaîne qui ne va pas, tout va mal. Vous parlez à vos plantes? On les comprend. On les comprend. Et vous parlez à vos bêtes? Il y a les plantes, on ne leur parle pas, mais il y a l'œil paysan, quoi. Mais si le soir, quand la température redescend ou qu'il y a un orage, vous allez vous balader dans la vallée? C'est ça. Vous leur parlez? Puis j'ai la chance d'avoir des belles prairies avec des belles haies, plein de biodiversité. Donc mais c'est important ça. Je pense que tu as pu le remarquer, tu es venu. Ouais. C'est... Et alors, juste explique-nous, c'est toujours un sujet compliqué. Le grand public aujourd'hui a du mal à comprendre comment on peut aimer ses bêtes et comment ensuite elles peuvent se retrouver dans l'assiette. Je pense que si on est fier de notre travail, parce que déjà paysan c'est nourrir. Et c'est pas un gros mot, c'est produire pour nourrir. Et je pense que si l'animal on l'aime et on veut offrir, c'est aussi le fruit de notre travail, quoi. Et partager ça, quoi. Et c'est une fierté. Et elle va comment la ferme France aujourd'hui? Ils vont comment les agriculteurs et les agricultrices? Un petit peu de rémunération en plus et ça ira très bien. Vous êtes un paysan heureux? Oui, moi je suis heureux, mais après,
Oui, il faut être heureux de toute façon. Je pense qu'on est fiers de notre travail et c'est notre leitmotiv tous les jours de se lever. Ouais. Et chez David, les portes sont ouvertes, mais en vrai, dans toutes les fermes en France, les portes sont ouvertes. Il ne faut pas hésiter à y aller parce qu'il y en a de moins en moins, mais il y a de plus en plus il y a toujours autant d'élèves dans les lycées agricoles. Il y a de plus en plus de femmes, de filles dans les lycées agricoles. Et je dis ça, je dis rien. Je suis en train de produire un documentaire sur les femmes de la terre, le féminisme dans l'agriculture. Les combats ont été toujours vraiment virulents et enfin, elles émergent, et plus qu'elles émergent, la vitalité et le changement est apporté aujourd'hui par les femmes. Dans les écoles d'ingénieurs, il y a 60-65% de femmes, et les initiatives, en tout cas, arrivent souvent par les femmes. Il y a 28% d'agricultrices aujourd'hui en France. Donc, les fermes sont ouvertes. On est ce qu'on mange, hein, c'est ce que tu défends. Oui, on est ce qu'on mange. Alors, effectivement, c'était le Je mange donc je suis était le titre de l'exposition que j'avais, dont j'étais commissaire en 2019 ici dans ces murs, avec une exposition qui existe toujours. Elle circule beaucoup dans les régions, typiquement la région normande, qui est une grande région d'élevage aussi. Et le point de départ, ce Je mange donc je suis, était aussi bien entendu un clin d'œil au Je pense donc je suis de Descartes, dont nous avons le crâne dans le parcours permanent. Si vous allez visiter notre grande galerie, sur la droite, à 100 mètres à droite de l'entrée, vous avez un des 5 crânes de René Descartes. Mais c'est celui qui est chez nous, c'est l'officiel. Il avait 5 têtes. Et voilà. Non. Et les 5 têtes, on a juste le crâne qui se conserve bien. On a aussi le crâne dont on a un carême pour ceux qui s'intéressent à la cuisine, mais celui-là, il n'est pas exposé. Et tout ça pour dire qu'effectivement, il y a ce côté très... l'alimentation est un sujet compliqué parce qu'elle est compliquée sur des enjeux environnementaux, elle est compliquée sur les enjeux de nutrition, effectivement, donc on en a des représentants ici, mais elle est aussi très compliquée du fait de toute la symbolique qu'on y met derrière et donc l'échelle extrêmement individuelle. C'est-à-dire que notre alimentation dépend de notre histoire, dépend bien sûr de la géographie, mais au sein, à un moment donné du temps, dans un espace donné, chaque individu va avoir une perception très différente de ce qu'il s'autorise ou pas à manger. Et on va tomber dans les grands débats qui animent quasiment chaque repas aujourd'hui, qui est la question animale, qui est la question du comportement alimentaire, il y a la question du qu'est-ce que j'ai le droit de manger. Et tous ces grands courants dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui relèvent du spécisme, mais en fait qui vient de son antinomie qui est l'antispécisme, qui est de se dire mais finalement, en quoi l'homme, pourquoi s'arroge-t-il le pouvoir de tuer telle ou telle espèce ou pas et de la consommer. Et ce sont des débats dont on a l'impression d'une résurgence récente, effectivement, du fait des réseaux sociaux et autres, mais en fait, qui ont toujours existé. L'espèce humaine s'est toujours posé des questions sur son environnement, a toujours consommé certaines espèces et pas d'autres, en fonction de leur caractère nutritionnel, en fonction de leur accessibilité, en fonction de tout un tas de facteurs, et des facteurs, bien sûr, symboliques et religieux et autres. Et ça, c'est des débats, bien entendu, qui sont sans doute exacerbés par l'accès aux moyens de communication assez instantanés qu'on a aujourd'hui, mais qui ont toujours existé. Je vais prendre un exemple très précis, finalement. On parle beaucoup du véganisme aujourd'hui. Quand je prends 1894, Marcellin Berthelot, dans son discours devant le grand banquet de la Chambre syndicale des produits chimiques, je crois. Donc Marcellin Berthelot, qui était chimiste et homme d'État. Et il fait tout un discours sur qu'est-ce qu'on mangera en l'an 2000. Donc il se projette un siècle plus tard. Donc nous, on est en train de parler de l'omnivore du 21e siècle. C'est vrai qu'au Musée de l'Homme, on n'a pas trop l'habitude de se projeter dans le futur. On est plutôt en train de se demander qu'est-ce qu'on mangeait il y a 1 million d'années. C'est plutôt ça notre cœur de métier, l'anthropologie, la préhistoire. Mais c'est un exercice intéressant de se dire qu'est-ce qu'on mangera dans une centaine d'années. Ce qu'avait fait Marcellin Berthelot. Et dans son grand discours, donc 1894, il disait en l'an 2000, l'homme, une fois de plus espèce humaine, gagnera en douceur et en moralité parce qu'il cessera de vivre par le carnage et la destruction des créatures vivantes. Et quand il entendait créatures vivantes, c'était tout le vivant, c'est le végétal comme l'animal. Autrement dit, il faut être un tout petit peu, justement, avoir un tout petit peu de connaissance, c'est-à-dire que de toute façon, aujourd'hui, manger signifie tuer. Ce que je veux dire par là, c'est que si je veux manger de la viande, il faut que je tue l'animal. Si je veux manger des céréales, il y a un moment ou un autre, si je fais un labour, je fais un carnage de vers de terre. Si jamais je veux cultiver des patates, il y a un moment donné, il va falloir faire un carnage de dorifort, de toute façon. Et donc, quoi que je fasse, effectivement, il y a des espèces que je vais tuer pour les manger, d'autres que je vais tuer pour éviter qu'elles mangent ce que j'ai envie de manger. Donc, il faut juste avoir un tout petit peu de connaissance écologique par rapport à ça. Et on est sûr qu'évidemment, si on sombre dans le spécisme et tous les excès qu'il peut avoir, en fait, on est forcément face à des incohérences permanentes. Et ça, c'est intéressant d'avoir ce débat-là sur des discours qui sont des discours rationnels et raisonnés. Et on est là, justement, scientifique, pour rappeler un peu tout un tas de connaissances écologiques et revenir à la réalité des choses. Et puis, que tous ces discours soient assis sur de la connaissance et pas des espèces d'imaginaires, de fantasmes et de ressentis. L'homme, il mangera quoi, Philippe, dans quelques années? On parle d'insectes, on parle de viande in vitro. Alors justement, tout à l'heure, j'ai dit que le caractère omnivore était évolutif.
qu'il était donc en pleine évolution. Et nous, les scientifiques de la nutrition, on est là pour rappeler qu'il y a quand même un cadre pour cette évolution. Ça s'appelle un besoin nutritionnel. Et ça, c'est pas lié au fantasme, c'est la réalité. Et le scientifique, souvent, il veut aider tout le monde, même ceux qui s'en écartent un petit peu. Mais il est là pour protéger aussi, c'est-à-dire les besoins nutritionnels. Quand vous vous posez la question « Que mangera l'homme ?», j'ai envie de répondre « Pensez d'abord nourrisson, puis jeune enfant, puis adolescent, puis femme enceinte, allaitante ». Dans tous les discours médiatiques de nutrition qu'on entend, on a l'impression qu'il n'y a que l'homme adulte qui va très bien, entre 40 et 55 ans à peu près. Or, finalement, ce n'est pas ça la nutrition. Donc, toujours rappeler que les besoins nutritionnels, et je n'ai pas été jusqu'aux personnes âgées quand même, hein, et ce n'est pas facile. Ou l'hôpital, c'est là où on devrait manger le mieux, qu'on mange le moins bien, par exemple. Alors, non mais désolé, mais... hein, restons santé. 80% des personnes âgées en institution sont carencées en protéines. C'est pas parce qu'ils n'ont pas accès aux protéines. C'est pas parce que les cantines et les hôpitaux n'ont pas de bons aliments. C'est pas ça. C'est tout simplement la réalité. Ils n'ont plus de dents. Ils sont dépressifs. Ils ont perdu leur cuillère parce qu'elle est tombée de la table. Il n'y a pas de personnel pour les aider. C'est ça la vraie raison. C'est pas le manque de protéines, c'est l'environnement. Et donc, il faut en tenir compte. Par contre, il faut changer peut-être un type d'alimentation pour que ce soit tellement riche en protéines que même s'ils en ratent la moitié, ils pourront gagner quelques mois ou années d'espérance de vie. Donc, c'est ça que j'avais envie de dire. Évolutif sûrement, mais attention aux généralisations, et je rejoins mon collègue Christophe, de la science à tous les étages. Beaucoup de bienveillance par rapport aux idées, aux fantasmes, mais de la science pour ne pas perdre en route les plus faibles, qui sont les nourrissons, les jeunes adolescents et les personnes âgées. Et donc, normalement, la science et la médecine est d'abord en charge de protéger. Et la science fait des hypothèses, donc... Alors, non, la science, ce n'est pas des hypothèses, parce que vous regardiez les travaux de Mme Poutou-Matisse sur l'archéologie nutritionnelle, on était omnivores. Vous prenez 300 dernières années de carence, c'est des millions de morts au service de quoi ? Des recommandations que nous, au XXIe siècle, mais on a commencé un petit peu avant, donnons pour garantir la santé du nourrisson, de l'enfant, etc., etc. Donc ça, c'est de la science. Elle n'a pas bougé, celle-là. C'est des faits réels, c'est-à-dire si vous êtes carencé en vitamine D, vous serez rachitique. Et puis si vous êtes carencé en fer, vous serez anémique. Et ça, c'est toujours vrai. Donc c'est le borderline qu'on doit toujours réaffirmer. C'est pas des opinions, ça. Hein. Donc c'est oui, quand on choisit de se passer de certains produits, on risque ça. On en assumera ce que les autres avant nous ont assumé, c'est-à-dire, et là je regrette, je pense que Christophe me rejoindra, l'absence de culture scientifique quand même pour dire c'était quoi la nutrition de mes arrière-grands-parents, combien de carences en Suède, en Suisse, en France, qui ont été résolues par de la science. Et on a l'impression que là on peut à nouveau jouer à faire tout. Il ne faut pas retourner la table en fait. Comment ? Il ne faut pas retourner la table. Non, en science, on évolue, c'est-à-dire on évolue, mais on réforme plus qu'on ne révolutionne. Et donc, il faut rester sur les données acquises comme, parapet ou limite pour aider, puisqu'on est comme l'agriculteur, hein, on veut nourrir les gens et faire en sorte qu'ils aient une espérance de vie la moins mauvaise possible. Si je peux me permettre, tout en gardant un peu d'humilité face à la science quand même. C'est-à-dire que la science est sans doute n'est que la meilleure solution que l'on peut, à laquelle on peut faire confiance à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une vérité absolue. On le voit dans toute la recherche sur la nutrition. Évidemment, c'est une science en formation. Donc le discours qu'on va avoir il y a 20-30 ans n'est pas forcément le même qu'aujourd'hui parce que c'est de cette manière. Donc la science n'est pas la vérité absolue. C'est la meilleure solution à un temps donné. Mais elle a son cadre. Alors donc pour répondre à la question qu'est-ce qu'on mangera, j'en sais rien. Mais je emploie toujours le même titre, nouvel omnivore. Or, nouvel omnivore, de point de vue hypothèse, c'est élargir. Donc moi, comme scientifique, je pense que toute solution d'amélioration pour la planète, pour la santé, pour la longévité, etc., c'est d'élargir. Ça veut dire quoi ? Ça va exactement à l'encontre de tout ce qui est éviction. Élargir vers des insectes, pourquoi pas, vers des nouveaux végétaux, des nouvelles graines, les algues, et bien sûr. Donc c'est en ça que le mot omnivore est quand même le plus beau, même s'il est évolutif. Et c'est vrai qu'on est quand même confronté un petit peu à des débats un peu fantasmés sur plutôt une démarche qui va faire l'éviction. Et ça, en règle générale, c'est jamais un signe qui va se retrouver dans l'évolution. Philippe, hier j'étais avec Éric Archambault qui a investi notamment dans Insect, qui est donc une usine, une grande ferme d'insectes pour faire de la poudre protéique. On travaille là-dessus sur l'INRA ? Oui, pardon. Oui, on a un partenariat avec Insect, avec un certain nombre d'autres entreprises, start-up qui travaillent sur les nouvelles protéines. Donc avec plusieurs types d'applications, alimentation animale. Plus de la moitié de la production végétale en France est, vous le savez probablement, consacrée à l'alimentation animale.
Et donc quand on est sur des perspectives d'évolution, nourrir la planète avec ses 10 milliards d'habitants, évidemment on essaye de trouver des sources alternatives à la fois pour l'homme mais aussi pour les animaux. Donc les insectes, c'est intéressant d'ores et déjà pour notamment sur l'aquaculture qui se développe. La viande de boucherie a plutôt diminué sur la période récente dans la consommation des Français, même si elle reste à un niveau assez élevé. L'aquaculture augmente. Donc l'aquaculture, c'est des besoins de protéines, et donc les insectes, c'est aussi intéressant pour ça. Il y a dans les civilisations, j'ai eu l'occasion comme d'autres qui sont allés en Asie de voir combien l'insecte pouvait être en Afrique ou en Asie dans la diète. Les pratiques alimentaires, c'est un peu moins le cas ici encore en Europe, mais on travaille là-dessus. Je voulais rebondir sur la diversité. Oui, on a vraiment un enjeu. On parle de la biodiversité, qui est un enjeu fondamental pour la planète. Mais la biodiversité, c'est à la fois des espèces extraordinaires qu'il faut protéger. C'est aussi une biodiversité ordinaire qu'on évoquait, ordinaire au sens, voilà, on ne parle pas que du panda, mais de toute cette diversité des céréales, diversité des légumineuses sur lesquelles on travaille. On a des conservatoires, on a des collections. C'est des ressources génétiques qui vont nous permettre de trouver des solutions adaptées au climat et aux agroclimats qui ne seront pas les mêmes à Nemours, probablement à Montpellier en 2050, qu'ils ne le seront à Copenhague ou ailleurs. Donc on a à voir à la fois cette diversité comme stratégie de réponse fondée sur la nature pour s'adapter à des climats extrêmes ou à des données qui ne seront pas les mêmes, mais en même temps avec la qualité pour nourrir les animaux, pour nourrir les hommes. Donc il faut rediversifier. Et puis c'est vrai que, comme je parlais des années 50-2000, où on a eu ces progrès agricoles, mais en même temps basés sur un resserrement de la diversité végétale et animale, ça se ressent aussi, ça s'est ressenti sur la diversité de l'offre alimentaire, et on a ces carences qu'évoquait Philippe. Donc on a à la fois insuffisamment d'alimentation dans un certain nombre de régions du monde et beaucoup de carences nutritionnelles. Et donc l'enjeu des prochaines années, c'est ça, c'est de retrouver de la biodiversité dans les champs, dans les sols, de la biodiversité animale, des espèces variées adaptées au contexte agroclimatique, qui contribuent à une offre alimentaire diversifiée, rééquilibrée. On peut quand même le dire ici dans ce colloque. On aura besoin à la fois de protéines d'origine carnée dans des régimes équilibrés, très vraisemblablement pour l'omnivore du XXIe siècle. C'est-à-dire moins dans les populations du Nord et plus dans les populations du Sud. Si on prenait comme référence le régime mexicain ou le régime nord-américain, voire en partie le régime de certains Européens, et qu'on le projette à 10 milliards d'habitants en 2050, c'est vraiment compliqué de nourrir la planète. Et il peut y avoir des tendances parce que c'est bon pour un certain nombre d'humains. On apprécie la gastronomie issue des protéines d'origine animale. Il y a une diversité d'offres gastronomiques parce que c'est associé aussi peut-être à une forme de progrès. On voit ce qui se passe en Chine, dans toutes les régions où le pouvoir d'achat augmente. On mange de la viande. On mange plus de viande. Et donc voilà, si on se projette, il ne s'agit pas de jouer à se faire peur, mais si on projetait une planète qui aurait tendance à un peu oublier ses racines nutritionnelles et sa culture alimentaire pour suivre un modèle qui serait un modèle occidentalisé, là on n'y arrive pas. Donc l'enjeu, c'est ça qui est compliqué et passionnant, c'est de ne pas dire il y aura un modèle unique, on ne va pas faire du 50% de protéines végétales, 50% de protéines animales partout dans le monde, compte tenu des cultures alimentaires, des pratiques, des différents âges de la vie et d'une alimentation qui va être adaptée aux différents âges de la vie. Mais il faut quand même qu'on aille vers des modèles avec des formes d'équilibre. Donc dans les pays d'Afrique, globalement, beaucoup de pays sont encore carencés, il faut manger plus de protéines animales. Et dans des pays comme l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord, il faudrait à terme en manger un peu moins, de meilleure qualité. C'est compatible avec ce qu'on disait sur des éleveurs heureux, mieux rémunérés, qui soient basés sur des systèmes extensifs qui valorisent les sols et pas sur des systèmes intensifs à base de soja, maïs, etc., comme on l'a dans les feedlots américains. Donc il faut qu'on... Voilà, ça ne va pas se décréter non plus. Donc c'est là que la recherche peut aussi aider, en montrant qu'il y a des modèles alternatifs qui permettent de valoriser les sous-produits organiques issus de l'élevage dont on a besoin dans l'agriculture, y compris dans le bio. Donc ça, c'est un des éléments forts de l'élevage, de réorienter plutôt l'élevage sur des
des terres qui sont moins propres à la culture végétale. Et ça permet de valoriser toutes les superficies avec les approches comme celles que notre collègue a présentées. C'est un peu ça qu'on essaye de favoriser. Si on fait tout ça, on rééquilibre nos régimes globalement à l'échelle mondiale et qu'on valorise ces élevages extensifs de qualité, alors on a de bonnes chances de réussir la transformation durable des agricultures. Ouais, vous disiez, Philippe, c'est ça le problème. Puis on assiste en plus à des montées de diabète, à des choses comme ça. Il y a 2 milliards de diabètes d'habitants sur la Il y a planète. plusieurs types de diabète. Ouais, donc c'est 1, peu 2, mais compliqué. je veux dire, il y a de la malnutrition, on est presque à 1 milliard, Voilà. et inversement, il y a du Mais diabète. c'est un problème de transfert aussi. Donc je confirme, c'est d'ailleurs des travaux de l'INRA, brillants, de Nicole Darmon et quelques collègues, qui montrent que le 50-50 répond à ce que je suis censé représenter, c'est-à-dire le besoin nutritionnel. Le 50-50 répond. Mais en Europe, on est à 65 à peu près. Si on descend de 65 à 50, c'est bien. 50-50 sur... Protéines animales, protéines végétales, oui, excusez-moi. Mais on n'est pas si nombreux que ça, c'est-à-dire les pays en voie de développement qui sont bien plus nombreux que nous, eux, ils sont à 25 de protéines animales. Mais ils ont envie et comme d'être le à plus de disait- 50 peut-être. Mais non Ils seulement veulent de la ont béarnaise envie, mais ils avec ont la côte de besoin. bœuf en plus. Ils ont, Parce que- ils ont besoin, quelle que soit la source de protéines animales, en tout cas, on inclut aussi lait, œufs, bien sûr, et pas seulement viande. Or, s'ils passent, eux, de 25 à 50, avec la souplesse qu'indique Philippe, c'est-à-dire ce ne sera pas forcément partout pareil, enfin, le besoin, la partie besoin, en tout cas, indépendamment de la culture ou de la gastronomie, elle est quand même autour de ça, et c'est bien documenté. Ça veut dire que la production, en fait, il faut quand même considérer que, vu qu'ils sont 7 milliards et nous 2, en gros, il y en a qui diminuent de 17, il y en a d'autres qui vont augmenter de 25, et ils sont plus nombreux, donc finalement, il va falloir trouver, d'où la recherche intéressante vers une production compatible aussi avec la planète, mais très beau challenge. On parle d'histoire, on parle de scientifique, on peut parler de politique. Hier, je reviens, j'étais avec Monsieur Archambault, là, qui a fait une carrière et qui est un scientifique dans la data, dans l'informatique. On a suivi aussi Emmanuel Faber, qui, chez Danone, a été un petit peu mis de côté puisqu'il avait envie de faire bouger les choses. On en parlait hier. La data est en train d'évoluer, va nous permettre d'avoir assez de connaissances pour se dire quel est le coût réel de l'alimentation. Quel est le coût réel d'un produit si on compte tout, la santé publique, la santé de la planète. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si là on applique ça vraiment, le sucre va valoir très 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 cher. Est-ce que justement le politique, est-ce qu'au niveau de la région, est-ce que vous avez déjà ces leviers-là? Est-ce que vous en êtes conscient et qu'à un moment donné, la clé c'est justement développer le local? Oui, on en est conscient, et c'est effectivement le rôle des politiques d'accompagner aussi bien les agriculteurs tout en tenant compte de ce qui ressort de la recherche. Et d'ailleurs, la région Île-de-France, comme d'autres régions, accompagne aussi financièrement la recherche, l'innovation, parce que ça passe aussi par ces leviers-là. Et puis surtout de réussir à accompagner nos agriculteurs dans cette transition qui, et on le voit bien, coûte cher. Donc c'est aussi l'objectif de la région Île-de-France, je le disais tout à l'heure, de pouvoir accompagner nos agriculteurs dans le changement de leurs pratiques qui se traduit par l'achat de matériel, d'outils. Donc la région Île-de-France a des aides, des taux de subvention qui sont relativement importants, et on a ciblé dans les prochaines années sur la nouvelle politique agricole commune, puisque les régions de France sont en charge maintenant du deuxième pilier de la PAC. Donc c'est aussi là-dessus qu'on peut intervenir, c'est-à-dire tout ce qui est accompagnement financier sur des nouvelles pratiques, sur l'installation des jeunes agriculteurs, sur la transmission, puisque l'État a gardé en charge ce qu'on appelle les aides surfaciques, c'est-à-dire à la taille des exploitations. Oui, c'est à l'hectare. Il y a une aide compensatoire liée à l'hectare. Et sur le Green Deal, c'est-à-dire qu'en gros, dans les nouveaux accords, il va falloir faire patte blanche pour dire je fais ci, je fais ça, pour préserver l'environnement. Tout à fait, voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment le rôle des régions d'accompagner financièrement sur ce volet-là. Et nous avons Région Île-de-France, donc au-delà déjà d'accompagner encore plus l'installation de jeunes agriculteurs, parce qu'on a parlé de production tout à l'heure, mais quand on regarde les chiffres, on sait que dans les 10 prochaines années, 50% de nos agriculteurs français vont partir à la retraite. Donc je fais souvent le parallèle avec les déserts médicaux que nous sommes en train de vivre, que nos populations sont en train de vivre avec le manque de médecins. Et bien dans les 10 ans qui viennent, nous aurons aussi un manque d'agriculteurs. Donc c'est le choix de la région Île-de-France de, entre guillemets, mettre le paquet financièrement sur l'installation de jeunes agriculteurs. Et donc on est sur des aides, je dirais, avec un bonus pour aider des agriculteurs, des jeunes agriculteurs à s'installer.
on est en train de regarder pour un dispositif sur la transmission des exploitations et donc du coup Du foncier, aider financièrement. Alors au-delà du foncier, aider un exploitant agricole qui va partir à la retraite à transmettre son exploitation à un jeune et de lui accorder, de l'aider à avoir un revenu, une retraite complémentaire quelques années et pour l'inciter à transmettre son exploitation. Et bien évidemment aussi, ce que je disais tout à l'heure, aider à faire face au changement climatique et à ce qu'ils puissent s'équiper avec du matériel innovant. Et puis la diversification aussi des exploitations. Hein, vous en avez aussi parlé tout à l'heure. On a parlé, David parlait de revenus supplémentaires pour l'agriculteur. C'est vrai que la diversification ou l'ouverture de boutiques à la ferme, la production de divers produits est aussi une façon pour l'agriculteur d'augmenter ses revenus. Et c'est tout l'enjeu des politiques publiques, qu'elles soient régionales ou nationales, de cibler en fonction des recherches, du résultat des recherches, en fonction des enjeux en matière alimentaire pour nos populations, et bien, au travers de nos politiques publiques, de flécher des soutiens financiers qui soient les plus adaptés à tous les enjeux que l'on vient d'évoquer. Il nous reste 10 petites minutes. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle pour nos interlocuteurs ? Ouais. Merci Philippe, qui doit partir. S'il y avait une question qui concerne la recherche, je suis désolé, mais j'interviens sur un autre débat cet après-midi à la foire de Châlons-en-Champagne. Et surtout du champagne. Ouais, je vais gaspiller un peu de carbone le moins possible sur le trajet. Et peut-être une question là-bas avant que je vous laisse continuer. Monsieur ? C'est peut-être pas pour moi la question. Non, c'est pour tout le monde. À la fois la recherche et les besoins nutritionnels, avec les enjeux de réchauffement climatique, est-ce qu'en fait la clé, c'est pas de rechercher le meilleur rendement à la fois en termes métaboliques, nutritionnels et aussi en termes de métabolique pour la production agricole pour répondre aux enjeux auxquels on va faire face. Parce qu'actuellement on voit une baisse de la qualité nutritionnelle de la production agricole, de certaines variétés, de certaines espèces. Et est-ce que la recherche scientifique, justement, c'est pas un de ces enjeux, avec les brevets type CRISPR-Cas9, de faire justement des espèces qui sont beaucoup plus adaptées aux besoins nutritionnels de l'homme? Oui, alors je peux essayer de me livrer. Globalement, oui. C'est-à-dire que en essayant de ne pas être trop réducteur dans la réponse. C'est toujours ça qui est difficile, c'est de ne pas être trop long et de ne pas être trop réducteur non plus, trop simpliste. Répondre aux défis de l'alimentation des femmes et des hommes de la planète dans leur diversité en 2050, vous l'avez compris, beaucoup de disciplines sont mobilisées, beaucoup de leviers. Il n'y aura pas une réponse unique. Ce n'est pas que les biotechnologies, ce n'est pas que le numérique, ce n'est pas ChatGPT qui vont nous permettre de trouver des réponses magiques qui seraient géniales, ça serait super, mais... Donc on sait que ça, c'est pas ça et qu'il va falloir par contre combiner beaucoup de leviers, de solutions qui vont emprunter aux recherches qu'on mène sur la génétique végétale et animale pour trouver dans les conservatoires, dans nos collections, dans la biodiversité déjà qu'on connaît au niveau mondial, des bonnes espèces et des bonnes variétés qu'on va encore optimiser pour répondre, limiter les stress hydriques, etc. etc. Ça, c'est un des leviers, mais c'est qu'un seul des leviers. Il y a tout le travail sur l'agronomie, la diversité des assolements, les rotations qui vont nous permettre de mieux couvrir les sols, d'avoir une biodiversité dans les sols, une matière organique qui va améliorer les rendements sans avoir moins besoin d'engrais chimiques. Pour l'animal et les élevages, puisqu'on parle de ça aussi à travers notre table ronde, la diversité des élevages adaptés à ces agroécosystèmes. On a parfois pointé du doigt l'élevage en disant leur ratio, si on parle en termes d'efficacité, le ratio de protéines produites à l'hectare, il n'est pas bon si je prends toute la chaîne métabolique. Mais ça, c'est vrai si je compare 1 kilo de bœuf qui est nourri avec du blé, du soja et du maïs. Effectivement, ça va coûter plus cher, le ratio sera moins bon que si on avait directement mangé le blé. C'est moins vrai, voire pas du tout, quand on regarde des élevages qui sont sur des parcours extensifs, sur des prairies, qui sont en partie sur des terres qui ne seraient pas propices à la culture de blé. Donc quand on dit c'est quoi le meilleur ratio et qu'on compare l'efficacité énergétique
d'un kilo d'alimentation végétarienne de blé versus de la viande, il faut savoir de quoi on parle. Et c'est ça l'intérêt. Et c'est plutôt les systèmes de retrouver de la diversité et des systèmes de polyculture élevage qu'on avait un peu perdus dans toutes ces années de spécialisation. Ça permet de bénéficier des atouts de l'élevage, les déjections animales, le cycle naturel biogéochimique pour les cultures, et la valorisation de terres qui ne seraient pas les plus propices. Et à ce moment-là, ça devient très intéressant. Tout ça avec une vision nutritionnelle pour avoir des équilibres dans les apports à terme, à tous les âges de la vie. C'est un peu autour de ça qu'on essaye de travailler. Je suis toujours trop long dans mes réponses. La bonne nouvelle, c'est que je m'en vais, donc ça va laisser de la place à mes collègues. Merci Philippe. Un grand merci à tous. Juste rebondir, parce que vous avez utilisé un gros mot, qui est CRISPR-Cas9. Effectivement, je ne suis pas sûr que tout le monde voit exactement de quoi il s'agit. C'est une technologie de modification des génomes qui est assez récente, qui a valu un prix Nobel, notamment un co-prix Nobel à Emmanuelle Chabrier, la française. Ça montre bien aussi ce sujet-là des organismes génétiquement modifiés est un sujet qui est éminemment conflictuel, non seulement auprès du grand public, mais même au sein des scientifiques. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas deux agronomes qui vont avoir le même avis sur l'utilité réelle ou la légitimité, au sens sociétal et autres, de ces OGM. C'est-à-dire que, et tout ça en ayant une démarche scientifique tout à fait honnête. C'est-à-dire qu'en tant que scientifique, on veut dire les OGM sont la solution parce que technologiquement, ça nous donne accès à un meilleur rendement, à une adaptation au changement climatique, etc. Et puis d'autres qui, de manière tout aussi honnête, avec leur connaissance des écosystèmes, vont dire mais c'est une catastrophe parce que ça génère tel ou tel danger, ça rentre dans une logique qui n'est pas la bonne en termes de vision à long terme de l'agriculture, etc. Et tout ça, ce sont des débats qui peuvent avoir lieu de manière irrationnelle entre personnes qui éventuellement ont des idées assez confuses, mais aussi de manière très rationnelle entre personnes qui baignent dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, et qui pour autant ne vont pas être d'accord, ce qui montre à quel point c'est des sujets compliqués. Peut-être une autre question ? Moi, ça serait plus sur la notion de plaisir, en fait. On parle d'habitude alimentaire, on parle chez nous, des professeurs de restauration, et c'est vrai que sur ce qu'on nous demande d'enseigner un petit peu, c'est vrai que c'est un petit peu plus personnel. On est sur des plats traditionnels avec des dominantes de protéines animales. Et comment fait-on pour, compliquer la question, réhabituer les gens à consommer des choses différentes en leur donnant autant de plaisir, surtout avec, on est quand même dans une culture de l'alimentaire importante. Comment on fait en fait? Comment on redonne du plaisir ? Et voilà, renouer avec ce plaisir nouveau de nouveaux produits en gardant ce plaisir de la bonne chair qui tente à disparaître un petit peu. Et combien de temps ça prendra en fait? Est-ce que le gras, c'est la vie déjà ? Alors, oui. Non, mais déjà, parce que moi, je dis souvent ça. Le gras, c'est la vie, oui, c'est Ouais, vrai. bon, voilà. Oui, en tout C'est cas, bon. le gras a sa place. Moi, le dans sport aussi. l'alimentation, hein. C'est dans Voilà. le gras que se dissolvent les arômes. Donc, quand il n'y a pas de gras, il n'y a pas de goût, quoi. Voilà, en gros, c'est Voilà. depuis. Voilà. Oui, mais il y en a plus dans le gras du point de vue des arômes. Je ne prétends pas répondre à votre question. Je voulais juste dire que le plaisir fait partie de la santé. Ça, c'est bien établi. C'est-à-dire, je vais revenir vers les EHPAD, mais s'ils n'ont plus de sel, plus de sucre, plus de ceci, plus de cela, en fait, ils sont plus tristes, il n'y a pas de doute. Et donc, faut le prendre comme une donnée réelle pour signifier que votre question est très intéressante. Le plaisir et donc le bonheur, les endorphines, la dopamine, etc., font partie de la santé. Et maintenant, je ne sais pas répondre au reste de la question, si ce n'est évident que dans la diversité, on a plus de chances de trouver des goûts. Bon, la mode actuelle de faire plein de nouveaux repas avec des mets végétariens, c'est une chance. C'est une chance, il y a plein de nouveaux goûts que dans ma génération, on ne connaissait pas. Voilà. Mais pour autant, on ne va pas se priver de la moitié de ce point de vue-là. Hein. On a vu en santé, c'est indispensable, mais de la moitié des autres règnes vivants, voire même des insectes. Donc, plus c'est ouvert, plus il y aura aussi cette composante que vous recherchez. Moi, je voudrais te remercier Stéphane. Effectivement, c'est un cuisinier, Stéphane, professeur de cuisine, et il ramène au sujet central qu'on a éludé jusqu'à présent. On a parlé de santé, on a parlé d'environnement. On a oublié la notion de plaisir et de goût, et d'autant que la table ronde d'après, c'est sur Escoffier. Alors, c'est excellent de faire cette transition, parce que finalement, quand on se rend compte des comportements alimentaires qu'on a aujourd'hui, quelles que soient les injonctions, et elles sont de plus en plus nombreuses, parce qu'on va nous dire que effectivement tel ou tel aliment est mauvais pour la santé, ou au contraire est bon pour la santé, tel ou tel aliment a une grosse empreinte carbone, ou au contraire a une faible empreinte carbone, et donc les injonctions sont extrêmement nombreuses. Si dans tous ces discours-là, on oublie le fondamental, qui est celui du plaisir et du goût, en fait, on sait
qu'on va droit à l'échec dans les changements de comportement. On ne peut pas avoir un changement comportemental uniquement basé sur des espèces d'injonctions vertueuses qui de toute façon ne tiendront pas le long terme. Je prends l'exemple le plus simple, il y a 2 exemples comme ça qui nous parlent à la table des Français, c'est le vin et la viande. Allez, voilà. On a cette idée, on a une bonne côte de bœuf avec un bon verre de Pauillac, on a du mal à s'en passer. On sait aujourd'hui, la médecine nous dit que l'alcool est cancérigène. Et pourtant, moi le premier, je ne peux pas me passer de mon verre de vin à chaque repas. Et j'enseigne en fac de médecine l'épigénétique et l'alcool et les ravages que ça fait. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, j'ai trouvé aucune boisson qui avait le goût du vin sans en avoir éventuellement les inconvénients. Donc il y a déjà ça. Sur la viande, pourquoi est-ce que tout le monde s'excite ? Tous les gens qui veulent arrêter la viande ont une première priorité absolue, c'est de fabriquer des produits qui ressemblent à la viande, qui ont le goût de la viande. C'est-à-dire fabriquer des faux steaks, des fausses saucisses, etc. Et en général, on leur tombe dessus en disant « mais c'est complètement con, pourquoi vous voulez copier un truc ?» Mais normal, ils veulent copier un truc, puisque ce qu'ils veulent, c'est le goût. Si tout à coup je décide, parce que j'ai vu une vidéo d'un petit agneau massacré, que tout à coup ça a touché à mon intellect et je me dis oh là là, voilà, il y a toute l'émotion qui vient, je me dis je veux plus manger ça, mais par contre s'il vous plaît fabriquez-moi une côte d'agneau avec du soja, parce que vraiment j'ai trop envie du goût de la côte d'agneau. Et donc ça veut dire que l'importance du goût, elle est complètement fondamentale. Et ça veut dire que là aussi, et je reviens sur les cuisiniers, ils ont un rôle extraordinaire. Il y a un enjeu et un devoir qui leur incombe, c'est de trouver les solutions justement pour, tout en changeant éventuellement les ingrédients de départ et en changeant soit radicalement, soit des proportions de tel ou tel ingrédient, être capable de fabriquer quelque chose qui parle à nos émotions et qui nous font oublier qu'éventuellement il y a la formulation à changer, mais le goût est toujours là. Et c'est quand même ça qui est fondamental et on ne peut pas y échapper. C'est-à-dire que ce n'est pas un enjeu secondaire, le goût. On parlait des EHPAD tout à l'heure. J'ai beau être nutritionniste et cuisinier et faire un plateau avec le bon taux de protéines et tout ce qu'il faut en texture, et vraiment j'ai super bien bossé. Si in fine la personne n'a pas envie de manger son plateau parce qu'elle ne trouve pas ça bon, j'ai bossé pour rien. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment... En fait, le goût il doit être prioritaire. Et une fois que le goût est là, eh ben, on peut effectivement travailler sur les autres enjeux parce que de toute façon, si le goût n'est pas là, le reste tombe à l'eau. Et l'eau, on sait que c'est pas très bon. Valérie, un petit mot de la fin, FIM, parce que là, à part la bouffe... Tout petit mot en termes de témoignage, et là je vais revenir sur le côté enfant, école primaire et maternelle, où on avait chez nous un gaspillage alimentaire important. Et donc on a nos cuisiniers qui... alors, c'est des petits témoignages, hein, mis des couleurs dans les assiettes, donc des produits avec des couleurs, changer les noms du plat, parce qu'il y a effectivement des plats, les enfants associent à ce que leur disent les parents. Et puis ils ont supprimé les fonds de sauce et ils ont fait des choses un peu plus innovantes. On est en train de travailler. Alors, on n'a pas parlé d'élevage tout à l'heure, mais c'est un enjeu pour nous en Île-de-France parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et puis peut-être juste pour terminer, manger sain, c'est manger francilien. Avec un paysan francilien qui a un dernier petit mot. Ouais. Je pense que vous avez tous un paysan à côté de chez vous, donc allez voir, ou un artisan boucher qui vous servira de la bonne viande. Il n'y a pas de problème. Et puis avec fierté d'éleveurs français. Ouais. Le goût, le plaisir, vous savez, moi j'ai un jardin ce matin, j'ai cueilli des tomates, j'ai mon boucher, j'ai acheté de la viande qui vient d'Île-de-France, de la viande rouge, j'ai fait des tomates farcies, j'ai pris du plaisir. Et ça rejoint ce que tu dis, à réapprendre à cuisiner. Vous êtes professeur de cuisine, en fait, on devrait faire des cours de cuisine dès la maternelle, parce que c'est là qu'on réapprend en fait. Et moi, je travaille énormément, mais j'ai tout le temps de cuisiner. Donc pourquoi ? Parce que je kiffe, en buvant un verre de vin, en buvant une bière de bière, et en sachant ce que je mange, sans additifs, sans conservateurs, comme un agriculteur fait sur sa ferme. Il sait ce qu'il produit, et si de temps en temps il faut qu'il y ait tel ou tel produit ou intrant, eh ben, ça peut arriver. Mais en tout cas, personne n'est parfait. On essaie tous de faire ce qu'on peut, mais garder cette notion de plaisir et de goût. Et franchement, on se retrouve autour d'une bonne tablée au Musée de l'Homme. Et puis tout. Merci à tous, en tout cas. J'espère que cette conférence vous aura plu. Et on va enchaîner avec Escoffier, qui était... Escoffier à suivre, c'est important Escoffier. Escoffier, c'est là, ça va enchaîner, c'est là, non ? C'est là, Escoffier, oui, c'est maintenant. Oui.